La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ce sommet qui se tient en ce moment même à Bruxelles entre l'Union européenne et la Turquie. Au centre des discussions, la crise migratoire, une crise qui devrait aller en s'amplifiant si aucune solution n'est trouvée. Les Européens qui comptent sur les Turcs pour fixer sur leur sol les réfugiés venus de Syrie, d'Irak ou encore d'Afghanistan. Je vous propose d'écouter la chancelière allemande Angela Merkel. C'était ce lundi à Bruxelles. Nous allons discuter des raisons à l'origine de ce flot de migrants, comment nous pouvons protéger nos frontières dans le cadre de l'agenda turc et améliorer la situation de tous les pays de l'Union et ainsi voir moins de décisions unilatérales. J'espère que nous pourrons arriver à un accord sur ces questions, mais cela va être une négociation difficile. Je pense que nous avons besoin de plusieurs heures pour arriver à une conclusion. Anne-Marie Le Gloanec, la question quand même qu'on se pose, c'est pourquoi les Européens n'accueillent-ils pas plus de réfugiés, alors qu'il y a quand même 28 pays membres de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on demande à la Turquie de faire le travail. Est-ce que les Européens en veulent aujourd'hui à la chancelière Merkel d'avoir ouvert ses frontières? Parce qu'elle est la seule finalement à avoir ouvert ses frontières. 1 million de réfugiés. Oui, mais 1 million quand même de réfugiés. Elle n'est pas la seule, mais 1 million de réfugiés. Et il faut, tout à l'heure, on a parlé de la Jordanie et du Liban. Il faut toujours regarder aussi en proportion par rapport à la population. La Jordanie et le Liban reçoivent beaucoup plus en proportion de Syriens que la Turquie. La Suède a reçu énormément des migrants en proportion. L'Allemagne en a reçu énormément. Les Italiens et les Grecs, évidemment, parce qu'ils sont obligés. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a systématiquement fait reposer sur sa périphérie interne et externe une politique qui n'a jamais existé, qui était une politique qui aurait dû être une politique migratoire. Les Européens, je ne sais pas de qui on parle, en l'occurrence, parce que finalement... la France, parlons de la France. La France, elle a reçu 30 000, elle veut en recevoir 30 000 sur 2 ans. Oui, qu'elle en recevrait. Hein, précisément. Donc je ne sais pas de quel Européen on parle. Un certain nombre de pays européens ont reçu des immigrants. Un certain nombre d'autres pays comme la France ne veulent pas. Non, ne parlons pas des pays d'Europe de l'Est ou du centre-Est. Donc il y a des variations absolument considérables. Je voudrais quand même rappeler que à l'origine de cette crise, en 2015, même 2014, on voyait déjà depuis 2011 que les chiffres augmentaient. Les Européens, et cette fois-ci je dis les Européens, ont été incapables de réfléchir à cette question d'immigration, à penser les conséquences de l'intervention militaire en Libye, de la chute du colonel Kadhafi, ont été incapables de penser la descente dans le chaos de la Syrie, ont été incapables de trouver à l'avance des réponses qui auraient pu être cohérentes. Effectivement, on a vu depuis 2015, depuis l'hiver 2014-2015, un afflux de réfugiés. Personne n'a rien fait. L'Allemagne s'est trouvée complètement débordée. Je rappelle qu'en fait, ce n'est pas la chancelière qui a décidé d'ouvrir les frontières, mais l'Office fédéral des migrants et des réfugiés qui a dit tout simplement on ne peut pas traiter les dossiers comme on le traitait auparavant. Et du coup, les frontières ont été ouvertes de cette façon-là. Enfin, je veux dire, les frontières, l'appel d'air a été créé. Et Angela Merkel a eu Mais la France en veut un peu à l'Allemagne. Angela Merkel a eu cette parole qui a dit « Wir schaffen das », on peut le faire. Et elle a malheureusement péché par un défaut qu'elle a montré de temps à autre, c'est qu'elle a pensé on peut le faire. C'était qui le on Elle a peut-être pensé européen, mais en tout cas les Allemands. Elle n'a pas pensé aux conséquences, et notamment que la France en veuille à l'Allemagne. Je trouve ça absolument ridicule. Ceux qui devraient vraiment en vouloir à l'Allemagne, c'est ceux qui se trouvent précisément sur ce chemin de parcours. Les pays, la Grèce et les pays des Balkans, c'est-à-dire en fait qui ont vu les réfugiés défiler pour aller d'abord en Autriche. Mais ils n'avaient peut-être pas les moyens. Quand vous pensez à la Grèce, quand même, qui est en pleine débâcle économique, la Grèce avait-elle les moyens, justement, de pouvoir contrôler ses frontières? La réponse est non. C'est précisément ce que je suis en train de dire. C'est qu'en fait, le calcul du coût politique, économique, etc., de ce que pouvait
constituer le passage de la Syrie à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Suède, etc., n'a pas été pensé. Il n'y a pas eu un Européen pour penser ça à Bruxelles ou ailleurs. Donc, alors justement, on va poser la question à Sylvie Guillaume. Personne n'y a pensé. En effet, il y a une responsabilité collective des Européens, avec certains, quand même, il faut le dire, qui ont été peut-être un peu plus généreux que d'autres. Que personne n'y ait pensé, je ne pense pas que ce soit le cas. On a eu beaucoup de discussions au Parlement européen là-dessus et on a eu un petit peu de mal à se faire entendre sur ce sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. S'agissant de Mme Merkel, tout à l'heure je faisais écho à ces décisions unilatérales. Elle aussi, elle en prend une d'une certaine manière. Alors, j'apprécie cette décision à titre personnel puisque c'est une décision d'ouverture, mais ça demeure une décision unilatérale qui a un impact sur les autres États. Donc, je voulais ajouter ça dans la discussion. Et puis, peut-être pour revenir sur cette responsabilité collective, moi, quand j'entends parler de ce donnant-donnant, cette manière qu'on aurait de réadmettre certaines personnes tout en réinstallant d'autres, je me dis, mais d'abord, on n'a pas su faire de relocalisation quand on a parlé de ces 160 000 personnes. Finalement, ça se solde par 600 départs vers les pays de l'Union. Donc, on voit bien que les choses bloquent. Quels critères on va prendre pour faire en sorte que ça fonctionne à l'avenir? Pour l'instant, rien n'est défini et j'aimerais bien connaître ces critères de choix qui vont permettre justement à donner cette impulsion au pays. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est des peurs. C'est des montées des populismes, c'est l'agitation de la peur par un certain nombre de formations politiques qui font que les opinions publiques étant ce qu'elles sont, certains États se sont sentis vraiment dans les cordes et ont refusé. Alors je n'admets pas ça. La France en fait partie un peu quand même. Évidemment. J'essaie d'expliquer. Sylvie Guillaume, la France en fait partie quand même. C'est 300. Non, on va quand même donner ce chiffre parce qu'il est ridicule. C'est 300 relocalisations. 300. Oui, mais il est ridicule. C'est la France qui a le plus grand nombre. C'est la France, c'est un nombre ridicule dans la masse. Mais qui est le premier pays à avoir plus relocalisé. C'est le plus grand nombre. Oui, c'est le plus grand nombre de relocalisations sur les 600. Donc, certes, on parle de petits Derrière, c'est la Finlande, mais on parle 140. du plus grand nombre parmi les petits. Voilà. Donc c'est scandaleux parce que effectivement ce sont des gens qui se sont pliés à être enregistrés dans les hotspots, qui attendent en famille depuis fort longtemps. Je rappelle que les migrants maintenant et les réfugiés, ce ne sont plus que des hommes jeunes et vigoureux, c'est des familles avec des enfants, des bébés qui passent. Donc ce sont des gens qui se sont inscrits, qui ont joué le jeu d'une certaine manière et qui finalement sont dans une impasse maintenant vis-à-vis de cette relocalisation. Geneviève Garrigou-Séa-Lionana. Quand on aura de la réadmission, je me demande comment les choses vont se passer. Oui, alors, il y a une question qui est majeure parce que quand cela arrange les États européens, c'est collectif. Quand ça les arrange, c'est individuel. Il ne faut pas oublier que le fait d'appartenir à l'Union européenne ne diminue en rien la responsabilité individuelle des États et notamment les accords qu'ils ont pu signer telle que la Convention de Genève. Parce qu'ici, on n'est pas vraiment... En fait, si on va jusqu'au bout, ce n'est pas uniquement une question de solidarité, c'est une question d'engagement. On doit apporter protection aux réfugiés. Et en fait, que Mme Merkel... elle est ou pas ouverte, je dirais, ses frontières, façon de parler. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que c'est fermé en Macédoine, c'est fermé. Il y a le mur qui a été construit entre la Turquie et la Grèce. De toute façon, les personnes continueront de passer. Ça fait 5 ans qu'ils sont bombardés. Ça fait 5 ans qu'ils sont dans des camps au Liban, en Jordanie, dans des conditions épouvantables. Et quoi qu'on fasse, ils continueront. Il faut voir que depuis le début de l'année, alors que c'est l'hiver, il y a déjà plus de 130 000 personnes qui sont rentrées et qu'aujourd'hui, d'après les chiffres du UNHCR, c'est 1 sur 3 est un enfant, voire un nourrisson. Chaque jour, en moyenne, il y a 2 enfants qui sont noyés en Méditerranée. Et si on en arrive là, parce qu'au départ, c'était surtout des jeunes gens qui arrivaient avec l'optique de faire venir ensuite leur famille. Aujourd'hui, ce sont les familles qui viennent. C'est dire le stade de désespoir. Donc, que l'Europe le veuille ou pas, d'accord, les gens sont en train de fuir la guerre. Et ça, c'est le point qu'on oublie. Après, on peut discuter d'un certain nombre de choses, mais ça, c'est la réalité. Oui, et je vous donne la parole suite, Annie Honnener, mais cette réaction d'un internaute, des dizaines de pays européens incapables d'accueillir des réfugiés au nom de l'humanité, l'Union européenne est dans un état pitoyable. C'est ce que vous pensez aussi, vous, que l'Union européenne est dans un état pitoyable et que c'est une Union européenne peut-être qui se disloque, qui n'est plus solidaire, chacun finalement mène sa politique dans son petit coin? Je n'emploierai pas ces termes. C'est ce regard que vous avez de l'Union européenne? Mais l'erreur qui a été faite, c'est que cette crise, ce problème, a été vu par beaucoup de pays européens comme un problème politique, un problème sécuritaire, pire encore, un problème de sécurité, de protection des frontières, alors que c'était
une crise humanitaire, la plus grande crise humanitaire que nous avons vécue, Turquie, Union européenne, dans notre histoire. Et il fallait, dès le début, traiter cette question par cette approche-là. Et quelle devait être la priorité? C'était d'assurer qu'aucune vie ne soit risquée. Donc, qu'aucun Syrien ne se sente obligé de risquer sa vie en pleine mer pour essayer de traverser s'il est vraiment dans une situation où il ne peut plus rester dans son village d'origine en Syrie. Donc, les décisions qui ont été prises aujourd'hui doivent justement permettre de donner la possibilité à des Syriens en très grande détresse et qui ont vocation à être réinstallés dans des pays de l'Union européenne, d'avoir cette possibilité. L'accord qu'on a obtenu aujourd'hui doit donner cette possibilité de réinstallation, et c'est en fait ce à quoi vous faites référence. Donc, une personne reçue en Turquie et un Syrien Sylvie Guillaume veut vous poser une question. réinstallé. Sylvie Guillaume veut vous poser une question. La priorité est d'assurer qu'aucun Syrien n'en arrive au point où il risque sa vie en pleine mer. Sylvie Guillaume, vous vouliez poser une question à Ali Onanar. Oui, en fait deux d'une certaine manière. Quelles sont les intentions réelles de la Turquie vis-à-vis de la cessation du conflit? Parce que là, on parle de mouvement, mais on sait quand même que l'origine de tout cela, je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un conflit violent, qu'il y a des meurtres, qu'il y a des massacres sur place. Donc, quelles sont les intentions des uns et des autres? Et singulièrement, attendez, j'ai une deuxième question. Quelles sont les intentions de la Turquie dans la zone vis-à-vis de ce conflit? Et la deuxième chose, quelles sont les intentions des autorités turques vis-à-vis des passeurs? Moi, je vois ce qui se passe. Enfin, j'ai vu ce qui se passait à Izmir. Voilà, vis-à-vis à Izmir, où d'une certaine manière, une substitution de l'économie du tourisme avec une économie des passeurs. Donc, est-ce que les autorités turques vont faire en sorte d'arrêter ces barques qui partent toutes les 5 minutes d'Izmir ou de la région et qui font que les gens se noient avec des mauvaises barques, des mauvais gilets de sauvetage, avec des enfants à bord? Merci Sur beaucoup. la politique concernant les passeurs, parce qu'on ne va pas faire sur le conflit syrien, parce que ça mériterait tout un débat, la position de la Turquie. Mais sur la question des passeurs. D'abord, pour commencer, des passeurs. La Turquie mène la plus grande lutte jamais menée par aucun pays contre des trafiquants d'êtres humains. Et pour donner des statistiques... Les résultats ne sont pas très probants quand même. C'est 2 à 3 000 réfugiés qui arrivent par jour en Grèce. Peuvent ne pas être totalement satisfaisants. Mais la Turquie mène la plus grande lutte de l'histoire contre les trafiquants d'êtres humains. En 2014, la Turquie a pu arrêter 1400 trafiquants mis hors d'état de nuire. En 2015, elle a arrêté 4400 trafiquants d'êtres humains mis hors d'état de nuire. Seulement dans les 2 mois de cette année, plus de 1000 trafiquants ont été mis hors d'état de nuire. Ensuite, est-ce que quelqu'un ici peut se permettre de critiquer la Turquie en disant que malgré ces efforts énormes, il y a toujours des trafiquants? Prenez l'exemple des trafiquants de drogue qui trafiquent de la drogue et contre lesquels, par exemple, la France lutte. Est-ce que la France peut être considérée de laxiste, par exemple, contre les trafiquants d'héroïne? Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'héroïne en France augmente? Oui. Donc cette lutte que la Turquie mène, elle regroupe le maximum des efforts, mais il faut être réaliste et comprendre que cette lutte, même si elle est maximale, ne peut pas du jour au lendemain arrêter tous les trafiquants. Passeurs, ouais. Parce que je vais encore donner un exemple très concret. Donc mais les passeurs sont arrêtés, mis hors d'état de nuire, d'autres débarquent tout de suite. Et par exemple, la Turquie a parfois été critiquée de ne pas suffisamment empêcher le départ de migrants vers la Grèce. Est-ce que vous savez que les gardes-côtes turcs ont parfois arrêté, secouru dans la mer, la même personne 3 fois dans la même journée? Parce que, vous le savez, madame. Oui, Geneviève Garrigos. Donc, les efforts des responsables turcs, des gardes-frontières et des personnes qui luttent contre les trafiquants sont, croyez-moi, au maximum. Geneviève Garrigos, un mot et ensuite... Oui, là, pour rebondir, le seul moyen de lutter contre les passeurs, c'est de
mettre en place des voies d'accès sécurisées pour les réfugiés. C'est ce que je disais. Il faut donner le moyen aux Syriens en Turquie et arrivant de la Syrie d'avoir la possibilité d'obtenir une réinstallation. Et une fois qu'on a donné cette possibilité, aucun passeur ne pourra gagner de l'argent sur le dos de ces... Le problème de la réinstallation, c'est le problème là, des Européens, en l'occurrence, qui prennent des contrefers. Le problème, c'est que déjà, le HCR a sollicité au niveau mondial, parce qu'on parle de l'Union européenne, mais il y a le niveau mondial, et moi, je ne peux que me réjouir de ce qui se passe actuellement au Canada, où le nouveau gouvernement de M. Trudeau est en train d'accueillir beaucoup de réfugiés syriens. Mais la question de la réinstallation, c'est qu'aujourd'hui, le HCR a demandé la réinstallation de 400 000 personnes très vulnérables, mais l'Union européenne, elle a proposé d'en réinstaller combien? Pratiquement rien. C'est-à-dire qu'au-delà de ceux qui pourraient 160 000, ils ont proposé, les Européens. Oui, mais ils en ont pris combien depuis? Rien. Non, c'est de la relocalisation. Pas grand-chose. Non, ça, c'est la relocalisation, effectivement. Je crois qu'ils ont proposé de réinstaller 20 000. Et après, mais c'est ridicule. Oui, c'est voilà, c'est ridicule comme chiffre. Or, ce sont des personnes qui, aujourd'hui, sont justement au Liban, en Jordanie, qui sont dans des états de détresse totale et qui se retrouvent contraints de passer par l'Égypte et la Libye pour essayer de venir en Europe. Oui, mais parce qu'il y a le problème, vous le disiez Geneviève Garrigos tout à l'heure et Sylvie Guillaume aussi, c'est le problème des opinions publiques qui sont très réticentes. Je donne d'ailleurs ce sondage, 59% des Français sont opposés à l'accueil des migrants. C'est un sondage IFOP pour Dimanche Ouest France. Anne-Marie Le Goenec, un mot quand même sur l'argent aussi. Donc là, les Européens proposent de doubler leur aide. On est passé de 3 milliards à 6 milliards d'euros. Mais ils avaient promis déjà 3 milliards d'euros au mois de novembre et les Turcs, ils n'ont pas vu visiblement beaucoup d'argent passer entre leurs mains. Est-ce que là encore cet accord, parce qu'on on peut dire n'importe quoi, ce soir on peut dire 15 milliards, 20 milliards et pas payer. Est-ce que cette fois-ci, est-ce que les Européens vont tenir au moins leur engagement financier? Permettez-moi d'apporter une petite nuance. Les Turcs n'ont pas vocation à voir cet argent passer entre leurs mains parce que cet argent n'est pas destiné aux Turcs, mais aux Syriens. J'ai bien compris. Oui, donc, mais ça passe bien par les... Enfin, vous n'avez pas vu l'argent en tout cas. Cet argent n'est pas destiné aux Turcs, mais aux on est Syriens. Bien d'accord. On est bien d'accord, mais vous n'avez pas vu cet argent. Vous n'avez pas vu la couleur de cet argent. N'a pas encore été attribué au projet que l'Union européenne donc 0 euros, et ce soir on en promet 6 milliards. Est-ce qu'ils vont voir l'argent cette fois-ci? Je voudrais dire, je ne vais pas répondre sur ce point précis, mais d'une façon générale, c'est-à-dire qu'en fait on a un accord, revenons à cet accord, on a un accord et on a d'une façon générale des négociations entre l'Union européenne et la Turquie qui impliquent des deux côtés une immense hypocrisie. C'est-à-dire qu'en fait les Européens, encore une fois je ne sais pas ce que c'est que l'Union européenne s'agissant des réfugiés, puisqu'il y a des situations aussi différentes que l'Allemagne d'un côté et la Slovaquie de l'autre, ou la France et la Grande-Bretagne. On a d'un côté certains pays européens qui ont fait énormément jusqu'à présent, mais l'Union européenne en tant que telle n'est pas prête à accepter un certain nombre de réfugiés syriens supplémentaires. Où est-ce qu'on va les mettre? Pas en Allemagne, où il y a déjà 1 million et quelques... ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de place. En Allemagne, il y a littéralement... Oui, en Allemagne, mais l'Allemagne a accueilli déjà 1 million de réfugiés, donc on va peut-être laisser un peu l'Allemagne chercher les bonnes volontés. Moi, je ne parle pas, je décris une situation. Mais ce que vous dites, c'est qu'en France, il n'y a pas de place pour les relocaliser. Non, apparemment, il n'y a pas de volonté politique, vous venez de le dire. Non, mais vous dites, à un moment, j'ai pas dit, il n'y a peut-être pas de volonté politique, c'est une chose, mais vous dites, il n'y a pas de place, on n'a pas de place pour les accueillir. Non, j'ai pas dit, il n'y a pas de place parce qu'il n'y a pas de volonté pour les faire. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est ça que je veux dire. Parce que la place, il y a. Juste une relation pour bien illustrer. Le Liban, 1 600 000 réfugiés, d'accord? C'est un tiers de la superficie de la Belgique. Voilà, ça... en termes de place. Oui, non, mais Sylvie Guillaume, justement, un dernier mot, parce qu'on arrive au terme de ce débat. L'Europe n'est pas les Européens ne sont pas bons payeurs, visiblement. Hein. Ce soir, ils promettent 3 milliards de plus, mais ils ont déjà les premiers 3 milliards, ils les ont déjà pas versés. Hein. Ils ont un petit problème à sortir l'argent. Il faut savoir... Oui, certainement. Il a déjà été difficile de le rassembler. Mais si vous me le permettez, il faut aussi avoir des idées et savoir où aboutit cet argent. Il n'arrive pas en l'air. Monsieur disait, il ne va pas arriver aux Turcs, il va arriver aux Syriens. Donc moi, j'ai 2 suggestions, par exemple. Il y a des associations qui travaillent sur la question alimentaire en Turquie, et notamment vis-à-vis de ces réfugiés que je décrivais tout à l'heure, qui sont des réfugiés en ville, qui ne sont pas dans les camps. 90% des Syriens arrivés. Eux, ils ont besoin de manger,
d'aller en classe, que leurs enfants aillent en classe. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aider les associations qui elles-mêmes aident ces personnes? Le World Food Programme, le Programme alimentaire mondial, a vu ses subventions baisser. Il faut les aider plus. Deuxièmement, les collectivités locales turques. On dit que les opinions européennes sont atteintes, sont inquiètes et tout ça. Mais quand on est une collectivité turque, comme à Gaziantep par exemple, où il y a 300 000 personnes qui vivent, qui sont des personnes déplacées, vous croyez que ça n'a pas d'impact sur la vie sociale? Il faut pouvoir aider les personnes qui sont là. Il faut pouvoir faire accepter la présence de 300 000 personnes. Il faut pouvoir ouvrir 6 000 classes pour accueillir les élèves. Parce qu'il y a 50% des enfants, des réfugiés qui sont dans les camps des enfants. Donc il faut pouvoir accueillir cela. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aide pas directement les collectivités en Turquie pour assumer ces fonctions-là et ainsi faire en sorte que cette paix sociale qui pour l'instant existe soit maintenue en Turquie? Et Merci dernier beaucoup. mot, vous savez, tout à l'heure on a parlé de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne est dans ce cas-là dans un crash test humanitaire, un crash test identitaire, vraiment. Merci beaucoup, merci Sylvie Guillaume d'avoir été avec nous en direct de Strasbourg. Merci encore à tous les trois, merci Anne-Marie Le Gloanec, merci beaucoup Geneviève Garrigos et merci à vous Ali Onaner. Vous restez avec moi, on accueille tout de suite Myriam Amellal, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Bonsoir Myriam, et on en parle beaucoup. C'est le prince héritier d'Arabie Saoudite qui a reçu la Légion d'honneur. Oui, je pense que ça va intéresser nos invités aussi cette question. Eh bien, ça fait le buzz parce que ça fait polémique. Alors, sur la toile, il y a les deux avis. Il y a ceux qui sont pour, ils sont très minoritaires, et ceux qui sont contre, ils sont très nombreux. On va commencer par ceux qui sont pour. C'est une tribune dans slate.fr, Claude Askolovitch, qui lui parle de diplomatie. Pour lui, c'est de la diplomatie. Il reproche simplement à François Hollande de ne pas avoir assumé cette Légion d'honneur et de l'avoir attribuée en catimini. Pour lui, c'est quelque chose qui doit se faire. C'est comme ça. Il cite par exemple, il donne l'exemple de en 1945, le 1er septembre, un général français attribuait une Légion d'honneur à un maréchal russe soviétique. Il dit que probablement que les personnes qui étaient prisonniers dans les goulags auraient trouvé ça scandaleux, mais c'est comme ça, c'est de la diplomatie. Mais je vous le disais, ceux qui trouvent ça pas normal, ceux qui trouvent ça honteux, scandaleux, sont beaucoup plus nombreux sur les réseaux sociaux. Je vais commencer par un dessin. Regardez, c'est ce dessin de Baudry. Ça fait tache, dit-il, avec ce prince saoudien, avec sa Légion d'honneur, et on voit des gouttes de sang sur les côtés, sur un sabre. Et puis, vous avez aussi cet autre dessin. On a une hache plantée dans un tronc, avec sur le manche une Légion d'honneur, sans doute pour rappeler les exécutions qui ont lieu en Arabie Saoudite. Vous avez aussi ce dessin qui est un vieux dessin, mais le tweet qui est actuel. Donc, Hollande remet la Légion d'honneur au prince saoudien pour service ou sévices rendus, point d'interrogation. Et c'est un dessin qui parle en fait de la nomination au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'un Saoudien. Ça avait fait beaucoup polémique aussi. Donc, regardez donc ce dessin où on voit ce responsable au Conseil des droits de l'homme à l'ONU qui sélectionne les CV. Et vous avez bien sûr avec ironie ces femmes qui servent du thé. Vous avez aussi cet autre dessin qui reprend la même thématique, que celui qui ose violer les droits de l'homme soit décapité, dit-il. Et on voit bien sûr le sigle de l'ONU. Et puis, cet autre dessin qui reprend encore la même thématique, mais qui est tweeté aujourd'hui. Vous avez le roi saoudien qui dit désormais, qui parle à un bourreau et qui lui dit désormais, tu porteras le titre de délégué chargé de l'application des droits de l'homme. Donc voilà, encore beaucoup d'ironie. Et puis comme c'est ce mardi la journée de la femme, ce dessin aussi qui a été tweeté. L'Arabie Saoudite prend la tête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et alors, dit ce prince, on n'allait pas s'occuper des droits de la femme quand même. Voilà, pour ce qui est des dessins. Vous avez aussi beaucoup de réactions dans la presse. Vous avez, par exemple, Le Monde qui décide de faire la liste de toutes les violations des droits de l'homme. Par exemple, les exécutions. On apprend qu'en 3 mois, de janvier à mars, le royaume moabite a exécuté 70 personnes, dont 47 en une seule journée, le 2 janvier, parmi lesquelles l'imam chiite, Nimr al-Nimr. Et puis juste un petit truc, Vanessa, pour terminer. Je vais terminer avec une affiche, celle d'Amnesty International, pour parler de ce blogueur qui a été condamné à 10 ans de prison et qui est donc toujours emprisonné pour avoir créé Rafi. Ouais. Voilà, 1000 coups de fouet.
Ouais, voilà. Coup de fouet. Merci beaucoup Myriam. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24. Et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal.